Cours extrait de physique-chimie, première spécialité aux éditions Le Livre scolaire. Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est un schéma de Lewis qui permet de représenter une molécule et les différentes liaisons qu'il y a entre les atomes. Et nous allons voir en quoi les liaisons vont former une géométrie qui va pouvoir être à l'origine de l'explication de diverses propriétés de la matière. Alors tout d'abord, comment établir un schéma de Lewis? Les atomes sont liés par des liaisons covalentes qui sont obtenues par la mise en commun d'électrons. Les couches électroniques externes sont alors saturées et leur stabilité est plus grande lorsqu'ils sont isolés. Alors on dit que dans une molécule, chaque atome respecte la règle du duet ou de l'octet. Le duet, ça veut dire qu'elle cherche à s'entourer de 2 électrons ou de 8 électrons. Alors 2 électrons, c'est pour les atomes du tout début du tableau périodique. Et 8 électrons, c'est d'une manière générale pour la plupart des autres. Les formules de Lewis permettent de vérifier le respect de ces règles en comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et des doublets non liants de chaque atome. Alors par exemple, pour l'atome d'hydrogène, l'atome d'hydrogène, il est associé au numéro atomique 1. Donc ça veut dire qu'il a un électron sur sa première couche. Voilà, donc si je représente ici un atome d'hydrogène avec son proton, en fait il y a un électron sur la couche externe et donc l'hydrogène est un élément qui cherche à s'entourer d'un deuxième électron, donc une mise en commun d'un électron pour former finalement une seule liaison covalente. Quant à l'oxygène, alors l'oxygène l'oxygène a pour numéro atomique 8, ce qui signifie que le noyau d'oxygène est entouré d'une première couche à 2 électrons et d'une deuxième couche à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si on regarde bien, il y a 2 électrons sur la première couche, il y a 6 électrons sur la couche extérieure. Ces électrons se groupent en doublets on va avoir 2 électrons seuls et 2 doublets, ce qui va faire que l'oxygène est entouré de 2 doublets qu'on appelle des doublets non liants et ils ont 2 électrons qui sont seuls et qui vont pouvoir permettre de faire des liaisons avec une autre molécule. Alors si on groupe l'oxygène avec ces 2 singulets avec un autre hydrogène qui lui n'a qu'un électron et ne peut faire qu'une seule liaison, et bien on va former ici, la mise en commun de ces 2 électrons va former une liaison covalente et on va faire la molécule d'eau qui est représentée ici, donc avec 8 électrons autour de l'oxygène, puisqu'en fait l'oxygène s'approprie les 2 électrons qui sont représentés ici par cette barre. Il est donc bien entouré de 8 électrons, mais l'hydrogène aussi s'approprie ces 2 électrons, et donc l'hydrogène respecte la règle du duet et l'oxygène respecte la règle de l'octet. Établir un schéma de Lewis. Alors, quand on veut établir un schéma de Lewis, on peut procéder d'une manière très rigoureuse et académique, comme on va le voir maintenant, et puis on peut aussi, avec l'habitude, et comme c'est toujours les mêmes molécules, finalement suivre une démarche comme cela a été vu ici. Mais là, une méthode générale consiste à écrire la configuration électronique de chaque atome, de déterminer le nombre d'électrons de valence mis en jeu dans la molécule, de déterminer le nombre de doublets, en divisant par 2 le nombre d'électrons de valence, et de répartir ces doublets en respectant la règle du duet et de l'octet pour les autres atomes. Chaque atome forme un nombre de liaisons covalentes égal au nombre d'électrons manquants pour respecter la règle du duet ou de l'octet. Alors par exemple, si on prend la molécule d'ammoniac NH3, alors pour l'hydrogène, sa configuration électronique est 1s1. Alors on n'a pas redit au début que quand on veut faire une configuration électronique d'un électron, alors sur la première couche, que pour des raisons historiques,
sur la première couche, on peut mettre 2 électrons qui sont associés à la lettre S pour des raisons quantiques qu'on ne développera pas ici. Et donc on a 2 électrons, on l'écrit comme ça. Ensuite on passe à la deuxième couche. Alors la deuxième couche a des sous-couches. Alors il y a une sous-couche S sur laquelle on peut mettre 2 électrons, et puis une sous-couche qu'on appelle P sur laquelle on peut mettre jusqu'à 6 électrons. Et on voit que sur cette couche en tout, eh bien, on va avoir 8 électrons. Voilà, quand la deuxième couche est pleine, on respecte la règle de l'octet. Ensuite on passe à une troisième couche sur laquelle on peut mettre 2 électrons. Et sur cette troisième couche, on va aussi avoir une sous-couche P qui elle aussi va se compléter de 6 électrons, et donc on va encore respecter la règle de l'octet. Et après ça devient plus compliqué, et pour l'instant on ne s'occupe pas de cette partie. Alors du coup, quand on a pour l'hydrogène, pour Z égale 1, et bien en fait on s'arrête à 1s1. Voilà, pour les 3 hydrogènes. Pour l'azote qui est là, donc là les 3 hydrogènes dont on vient de parler sont ceux-ci. Pour l'azote qui est ici, ben, on écrit 1s2, 2s2, 3, 2p3, puisque N est associé à Z égale 7. Donc 2 électrons sur la première couche, 2 électrons sur la première sous-couche de la couche 2. Il en reste, on en a déjà 4, il n'en reste que 3 sur la sous-couche P. Alors on a maintenant, on cherche combien d'électrons de valence on a sur la couche externe. Alors sur la couche externe, ici c'est la couche 1, il n'y en a qu'un, ici c'est la couche 1, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un, et ici sur la couche 2, donc je prends toutes les sous-couches et j'ai 5 électrons. Alors, nombre d'électrons manquants pour respecter la règle du duet et de l'octet. Bah là, c'est la règle du duet, il en manque un. Là, c'est pareil. Et puis ici, c'est la règle de l'octet. Donc de 5, il faut que je passe à 3. J'ajoute donc le nombre d'électrons de valence en tout, eh ben, c'est 8. Le nombre de doublets, c'est 4. Alors on a maintenant à répartir 4 doublets en les répartissant autour de N, autour de H, et en respectant tout ceci, sachant que H a un électron de valence, H a un électron de valence, voilà. Et on en vient finalement à dessiner plus ou moins intuitivement cette molécule. Une autre façon de faire, moins rigoureuse mais qui marche très bien, c'est de dire je dessine mon atome d'azote. Cet atome d'azote qui est associé à Z égale 7 a déjà 2 électrons sur la couche interne. Donc il ne lui en reste que 5 à mettre sur la couche externe. Alors ils se répartissent comme ceci. Les 4 premiers, pour des raisons assez simples à comprendre, tout simplement parce qu'elles se repoussent, les 4 premiers se mettent le plus loin possible les uns des autres, et le 5e doit s'apparier à un de ceux qui sont déjà en place, et donc il forme un doublet non liant et 3 électrons seuls. À partir de là, eh bien, je sais que je les associe avec des hydrogènes dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui sont eux aussi, qui n'ont qu'un seul électron à apparier. Eh bien, on voit que les appariements vont se faire de manière très simple comme ceci, et on arrive de la même façon, peut-être plus intuitivement, à ce qu'on avait ici par cette méthode un peu plus académique qui montre bien la structure de chacun des atomes, le nombre d'électrons présents et le nombre d'électrons qui manquent pour respecter la règle de l'octet et du duet. Alors, petit détail, les acides de Lewis, puisqu'il y a une molécule qui fait partie de ce qui est censé être vu dans les programmes, et on peut avoir certaines entités chimiques qui possèdent une lacune électronique symbolisée par un rectangle vide. On appelle ces entités chimiques des acides de Lewis. C'est le cas par exemple du borane. Alors, le bore dans le tableau périodique, en fait le bore n'a que 3 électrons sur la couche externe, donc le bore on devrait le dessiner comme ça, et on voit qu'il va avoir des affinités assez logiques avec un hydrogène ici, un hydrogène ici et un hydrogène ici.
Donc on voit que c'est assez logique de dessiner du bord comme ça, mais finalement il manque un électron et le bord ne respecte pas la règle de l'octet. Donc on représente cette lacune, ce non-respect de la règle de l'octet, par un rectangle qui montre ici un doublet qui devrait y être pour respecter la règle de l'octet, mais qui n'y est pas, malgré la relative stabilité de cette molécule. Toutefois, le borane qui est représenté ici va avoir une réactivité chimique du fait que du fait par exemple qu'ici il y a un doublet, qu'il y a un espace vide. Cet espace vide, ça va lui permettre de pouvoir par exemple fixer ça va pouvoir lui permettre de fixer, de créer une liaison covalente avec un doublet non liant d'une autre molécule. Par exemple, si j'ai le corps OH-, l'ion hydroxyde qui est responsable du caractère basique des solutions, où on a un hydrogène et un oxygène, et en fait c'est un ion constitué de plusieurs molécules qui a un électron en trop, et en fait ici on voit que l'oxygène est plein de doublets non liants qui vont pouvoir venir se fixer ici et faire un corps. Voilà. Bon, ceci est juste un exemple pour montrer que certains corps ne respectent pas la règle de l'octet. Alors, géométrie spatiale des molécules. De la formule de Lewis à la géométrie des molécules, alors les doublets liants ou doublets des liaisons covalentes et les doublets non liants s'écartent au maximum les uns des autres afin de minimiser les forces de répulsion électrostatique. Alors on a vu tout à l'heure que les électrons se groupaient par deux. Alors il y a une raison de mécanique quantique dans laquelle on ne va pas rentrer dans le détail. Donc ils ont la faculté de s'associer par deux sans trop se repousser, on pourrait dire en simplifiant un petit peu. Mais par contre, une fois qu'ils sont par deux, ils vont chercher à s'éloigner, les groupes de deux vont chercher à s'éloigner le plus possible les uns des autres. Alors quand on a deux liaisons simples, on dit qu'on a une molécule qui est linéaire. C'est l'exemple du dioxyde de carbone, même s'il n'est pas très bien choisi, parce que pour le dioxyde de carbone, on va pouvoir faire ici le dioxyde de carbone. Donc le carbone, c'est Z égale 6. Donc une fois qu'on a enlevé les deux électrons de la première couche, on se retrouve avec un carbone qu'on dit être tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut faire 4 liaisons. L'oxygène, alors je vais peut-être les dessiner comme ça, une là, une là, une là, une là. L'oxygène, on en avait déjà parlé tout à l'heure, il a 2 électrons et il a 2 doublets non liants. Il a ici, c'est pareil, 2 électrons et 2 doublets non liants, et on voit qu'ils vont pouvoir faire, entre le carbone et l'oxygène, ils vont faire des doubles liaisons. Alors ça, c'est un dessin qui ne respecte pas très bien l'usage, c'était juste pour montrer la construction des doubles liaisons. On a plutôt l'habitude de le représenter comme ça. Voilà, là et là. Donc ici, on a une molécule qui est parfaitement symétrique, c'est-à-dire qu'on a deux doublets qui sont, une double liaison ici, une double liaison ici, et donc ça forme ce qu'on appelle une molécule linéaire. Dans le cas du méthanal ici, alors le méthanal, on pourrait aussi faire sa molécule. On a ici du carbone, il va s'associer avec de l'oxygène, avec de l'hydrogène, pardon, et voilà. Et il va s'associer aussi avec un oxygène, parce que l'oxygène a toujours ces 2 électrons qui peuvent faire des liaisons. Et donc on voit qu'on va faire une molécule qui est représentée ici avec les 2 liaisons. Ici on avait 2 liaisons, là il y a 2 liaisons. C'est ce qu'on appelle les doubles liaisons. Et ça c'est le méthanal. Par contre, cet ensemble d'électrons, il est localisé dans la direction, cet ensemble d'électrons là, la double liaison est localisée entre le carbone et l'oxygène, donc le doublet qui va faire la liaison avec cet hydrogène là et le doublet ici va chercher à s'éloigner le plus possible de celui-là, et ça va former une structure qu'on appelle plane trigonale. Maintenant, si on est dans le cas simple du méthane, avec donc le carbone qui est entouré de ces 4 hydrogènes, eh bien la répulsion de tous les doublets électroniques les uns par rapport aux autres va former cette forme tétraédrique. Alors pour aller plus loin,
la méthode VSEPR, c'est une théorie dont le nom veut dire Valence Shell Electron Pair Repulsion, qui s'inscrit dans la poursuite de la théorie développée par Gilbert Lewis en 1916 sur les liaisons chimiques. C'est très 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 vieux. C'est une époque où on venait tout juste d'avoir la certitude que les atomes existaient, et on a déjà 10 ans après fait des progrès énormes sur l'étude des liaisons chimiques grâce donc à Monsieur Lewis. Voilà, donc ce sont des méthodes qui permettent d'aller plus loin et de représenter, enfin du moins d'essayer de prévoir la forme que va avoir une molécule à partir de la répartition des doublets liants et des doublets non liants. Alors pour la molécule d'eau qu'on avait tout à l'heure comme ceci, ben comment elle va se répartir? En fait, l'oxygène est là, on a un doublet non liant, un doublet non liant, et on a le doublet qui va être entre l'hydrogène et l'eau, et l'autre doublet entre l'hydrogène et l'eau. Et bien tout ça va s'orienter de manière à être le plus en répulsion, le plus loin possible. Alors ça va faire toujours cette forme de tétraèdre avec l'oxygène qui est au centre du tétraèdre. C'est exactement la même chose que le méthane, c'est exactement la même chose que cette forme-là, sauf qu'on a deux des coins qui sont occupés par, enfin deux des axes qui sont occupés par des doublets non liants. Ce qui fait qu'ici on a une molécule coudée, et cette molécule et cette forme coudée de la molécule d'eau avec son angle qui est autour de 110 degrés va donner à l'eau des propriétés très particulières qui vont être à l'origine de beaucoup de ces propriétés, notamment au fait qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse à telle ou telle température. Et on pourrait presque dire que le monde ne serait pas du tout tel qu'il est aujourd'hui si la molécule d'eau n'avait pas cette forme coudée. Ses propriétés seraient très différentes et tout ce qui nous entoure serait très différent, y compris la vie elle-même. Pour NH3, c'est la même chose. On va avoir le N qui est au milieu, on a les 3 H qui sont là, puis on a le doublet non liant qui est là. On a toujours cette forme tétraédrique, mais cette fois-ci, on va voir qu'on va former une pyramide à base triangulaire. Et donc, le NH3, l'ammoniac, va, à cause de cette forme, ou grâce à cette forme, va avoir les propriétés de l'ammoniac qui en font par exemple un bon solvant. La polarité des molécules. Alors, tous les atomes n'ont pas la même force pour attirer à eux les électrons. Donc quand on a par exemple un atome A et un atome B qui mettent en commun un électron, on pourrait se dire que le nuage électronique, si je dessine en gros la zone où j'ai des chances de trouver l'électron, elle est répartie aussi bien sur l'un que sur l'autre. Mais il y a des atomes qui ont plus de capacité, qui attirent plus à eux les électrons, et dans ce cas-là, le nuage électronique ne sera pas comme on l'a dessiné, mais en fait il sera un petit peu décalé, c'est-à-dire que les électrons seront moins souvent ici, puis ils seront plus souvent ici. Et donc on va avoir un nuage électronique qui est décentré ici du côté de l'atome qui est à droite. Ce qui fait que sur cet atome-là, tout se passe comme s'il avait un peu d'électrons en trop, et tout se passe comme si celui-ci avait un peu d'électrons qui manquent. Alors on appelle ces un peu d'électrons qui manquent, ou un peu d'électrons en trop, des charges partielles, c'est-à-dire que tout l'électron n'est pas passé sur l'atome de droite, sinon ça serait celui-là, il a une charge plus, il aurait une charge moins, et puis celui-là n'aurait plus qu'une charge plus. C'est ce qui se passe par exemple pour NaCl, où on a une liaison ionique avec le chlore qui pique complètement l'électron au sodium. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. On a celui-là qui a plus attiré l'électron que celui-là. Et donc, ce décalage de l'électron sur l'atome de droite va se traduire par l'apparition de ce qu'on appelle ces charges partielles. Donc ici, on aurait une molécule polaire, puisque la liaison est polarisée par le fait que les deux électrons n'ont pas la même les deux atomes n'ont pas la même électronégativité. Alors les électronégativités sont toujours données. En gros, les électrons sont très électronégatifs quand ils sont en haut à droite du tableau périodique.
Ce qui fait que donc, le fluor est très électronégatif et puis donc ça descend ici dans une période et par contre quand on passe d'une période à l'autre, eh bien ça descend aussi. Ça, les électronégativités seront toujours données, soit directement on dit que tel atome est plus électronégatif qu'un autre, soit on donne le tableau et on compare les valeurs. Par exemple ici, 1,90 pour le silicium et 2,18 pour l'as, allez on va prendre le sélénium, c'est plus simple, 2,55. 2,55 au lieu d'1,90, c'est celui-ci qui est le plus électronégatif. Alors à quelles conditions une molécule est-elle polaire? Une molécule est polaire si elle comporte au moins une liaison polarisée. Alors si elle n'a qu'une seule liaison polarisée, elle est forcément polaire. Mais par contre, elle est polaire si elle comporte plusieurs liaisons polarisées. Il peut y avoir des situations où la polarisation est annulée par effet de symétrie. Et c'est le cas par exemple pour le dioxyde de carbone. L'oxygène est plus électronégatif, on peut le voir ici, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. 3,44, 2,55, c'est suffisamment différent pour dire que l'oxygène va attirer à lui, je vais le refaire ici, le dioxyde de carbone, voilà. Donc l'oxygène attire à lui une charge partielle delta- qui est perdue par le carbone, mais ici il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'ici j'ai du delta- et là j'ai du delta+. Voilà. Alors au final, je n'ai plus une molécule qui est polaire dans le sens où on aurait un côté de la molécule plutôt plus et l'autre côté de la molécule plutôt moins. On a une succession de plus et de moins, mais en tout, ça finit par s'annuler. La polarité, en fait, la polarité qui est dans un sens pour cette liaison s'annule avec la polarité qui est dans l'autre sens pour cette liaison. Par contre, pour la molécule d'eau, ce n'est pas le cas. L'oxygène attire à lui un delta- et l'oxygène et l'hydrogène a donc une charge partielle delta+. Donc, en fait, on peut dire qu'on a ici un côté de la molécule qui est delta+, et puis on a ici un autre côté de la molécule qui est delta+. On a ce côté-là qui est delta+, et puis on a ce côté-là, que je vais assurer de l'autre côté, qui est delta-. Et ça fait bien une polarité avec finalement les électrons qui sont plus en haut qu'en bas. Voilà, c'est dessiné ici avec ce schéma où en fait on représente les deux hydrogènes comme s'ils étaient à un seul endroit et on voit bien qu'on a une molécule qui est polaire. Alors la polarité des molécules va avoir une grande importance pour essayer d'expliquer le fait que les molécules ont des affinités entre elles ou pas, parce que si une molécule est polaire, c'est-à-dire qu'en gros je pourrais la schématiser grossièrement sous forme d'un carré avec du plus d'un côté et du moins de l'autre, et bien ça va pouvoir s'attirer avec un autre moins qui a un plus là, et puis après celui-là qui va pouvoir s'attirer avec un plus et un moins, et bref, les molécules vont pouvoir se lier un peu les unes aux autres par interaction électrique et tout ça va avoir de grandes influences sur par exemple les températures d'ébullition, les températures de vaporisation ou les températures de solidification, et ça va aussi avoir une grande importance sur le fait que des corps puissent être ou pas solubles dans d'autres espèces chimiques. Et pour terminer, un dernier cas d'une polarité de molécules qui est quasi nulle, ça serait pour le méthane ou les hydrocarbures, mais voyons déjà le méthane. Alors on voit déjà que le carbone c'est 2,55, l'hydrogène c'est 2,20, c'est déjà pas très très différent, mais en plus le carbone est au milieu. Et donc si on dessine tout ça en 3D, on a un hydrogène qui est derrière ici, un qui est là, un qui est là, un qui est là, mais la molécule est parfaitement symétrique et même si le carbone est un peu plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il attire à lui un petit peu l'électron, et bien finalement le centre de gravité des delta- il est là au milieu, le centre de gravité des delta+, il est aussi au milieu, les polarités s'annulent complètement et la molécule de méthane n'est pas du tout polaire, ce qui fait qu'elle va très peu avoir d'affinité, enfin les molécules de méthane vont très peu avoir d'affinité les unes avec les autres et c'est pour ça que le méthane est gazeux.
Voilà pour un premier aperçu des propriétés des molécules en lien avec leur structure de Lewis qui va définir leur géométrie et leur polarité. Et ceci va être approfondi au prochain chapitre.